Bonjour, je suis Nadir du site On Tribal. Aujourd'hui, je reçois Caroline Achouri, qui est la fondatrice de Baliwarda et Purple Haze, pour nous parler du festival Back to the Roots. Je suis allé lui demander ce qu'était ce festival, comment ça avait été créé, et de nous parler de l'avenir de cet événement. Sans plus tarder, je vous laisse avec Caroline Achouri, qui va nous parler de Back to the Roots. Alors, bonjour Caroline, Bonjour Nadir, comment ça va? ça va très bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, je vais bien, merci. Alors je te remercie déjà de prendre de ton temps et d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus sur la professeure et danseuse et surtout organisatrice, puisque je t'invite pour nous parler un petit peu, nous raconter l'histoire du festival Back to the Roots, que je n'ai Oui, pas eu l'occasion de connaître malheureusement, mais j'espère en apprendre beaucoup plus grâce à toi. ok. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu avant de commencer? D'accord, alors je suis Caroline Achouri. Je suis basée à Toulouse, et donc je suis professeure de danse orientale, professeure de ATS FCBD Style et professeure de fusion belly dance, tribal fusion et plus particulièrement de Datura Style. Voilà, donc ça fait, si je remonte au début de ma carrière, la danse orientale, j'ai commencé à l'enseigner il y a 25 ans. Donc j'ai commencé avec la danse orientale. Ensuite, j'enseigne la tribal fusion depuis, je pense, ça doit faire 2007-2008. Et la TS, guère plus tard, quelque chose comme 2010. Et j'enseigne les trois et je pratique ces trois danses avec vraiment autant de plaisir, autant de bonheur et autant de passion. Je n'ai pas une préférence particulière pour l'une des trois. Mais pour moi, les trois se complètent et elles font partie de cette famille de belly dance, entre guillemets. Voilà, où il y a des ponts, on peut créer des ponts, des liens et où les choses se répondent. Avec évidemment une affection toute particulière pour la danse orientale, puisque c'est ce qui m'a ouvert vraiment les portes de toutes ces danses. Et du coup, pour que je comprenne bien, tu restes vraiment au sein de cette famille de danse ou tu pratiques encore d'autres choses en dehors? Je Alors, pense par notamment... ailleurs, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, je pense notamment peut-être à des danses latines ou quelque chose Alors, je différent. pratique d'autres danses, effectivement, mais pour moi, alors, pour me nourrir, pour utiliser d'autres outils chorégraphiques aussi. Donc, par exemple, pour ça, je vais plutôt voir vers la danse contemporaine et la danse moderne. J'ai d'ailleurs fait une formation il y a quelques années d'artiste-interprète en danse contemporaine, une formation pro. Mais là, c'est vraiment aller pour utiliser les outils de la danse contemporaine, pour les réapproprier, les réutiliser dans mes spectacles et dans mes créations. Voilà. Ensuite, je fais aussi beaucoup de pilates, mais ça, c'est pour le maintien musculaire et voilà. Et ensuite, par ailleurs, vu que je travaille avec un cabaret à Toulouse, le Kalinka, donc grâce à ce cabaret, grâce au travail que je mène avec eux, et en tant que chorégraphe et en tant que interprète aussi, je vais expérimenter d'autres techniques qui peuvent relever des circassiens ou qui peuvent relever du théâtre ou du burlesque. Voilà. Mais du coup, ça reste principalement, on reste principalement là-dessus et c'est plus des outils qui viennent enrichir Exactement. tes dents. Ouais, d'accord. Exactement. Et déjà, je vais préciser que quand même pratiquer ces trois danses en tant que professionnel, interprète et chorégraphe et enseignant, c'est-à-dire, je parle des trois danses, danse orientale, ATS et tribal fusion, ça me fait déjà un travail largement à plein temps et plus qu'à plein temps, Oui. semaine et week-end, voilà. Donc le reste, c'est pour me nourrir, c'est pour utiliser des outils qui vont nourrir, qui vont m'aider à construire ce que je fais avec mes trois danses principales. Et après, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ce que je fais aussi, je fais du travail de recherche académique à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et je collabore de temps en temps sur des colloques ou avec des chercheurs sur des questions qui tournent autour plutôt de la danse orientale, hein, parce que pour le moment, dans le milieu académique, on parle très peu encore de tout ce qui est tribal fusion ou fusion belly dance. Les recherches sont très axées sur la danse orientale, mais voilà, c'est aussi un complément et pour moi qui est très très important.
Moi, je pense que c'est bien de le mentionner, et puis en plus, ça fera le lien avec un autre podcast sur le sujet de ta conférence. C'est ça. Mm. Alors, si on en revient à ton festival Back to the Roots, Oui. voilà, j'arrive à le dire correctement. Comment est-ce que c'est né? Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu? Oui. Alors, en fait, ce festival Back to the Roots, il a tout à voir. Il est très relié avec notre festival qui est beaucoup plus connu et bon, voilà, il est très relié à Tribal Umrah. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, j'étais à Tribal Umrah à Rennes. C'était la fameuse année de Rennes avec toutes les stars de la Tribal qui étaient à Rennes. Et donc, en discutant, et c'était ce festival de Rennes, en fait, pour la première fois, a accueilli en France, et si je ne me trompe pas, peut-être que là je dis des bêtises, en Europe, les Fat Champs Belly Dance. Et c'était la première fois qu'on les voyait en France. Du coup, en discutant avec Jenny, qui est la créatrice du festival Tribal Umrah et la directrice, je lui ai dit ça serait bien qu'on les fasse venir, mais que pour l'ATS. Parce qu'en fait, c'est une branche de la tribale qui est encore très peu connue. En 2012, il y avait hein, en tout cas, je parle en France, hein, je ne parle pas de l'Europe, il y avait des gens qui pratiquaient l'ATS, mais c'était quand même assez confidentiel par rapport à la Tribal Fusion, en tout cas. Et je lui ai dit ça serait bien qu'on fasse un événement rien qu'autour de cette danse. Et donc Jenny, pour ceux qui la connaissent, toujours très enthousiaste et toujours très passionnée, m'a dit banco, et si tu veux, on le fait à Toulouse. Et donc l'année d'après, en 2013, en novembre 2013, c'est ce qui s'est passé. On a lancé le festival Back to the Roots. Toutes les deux, Jenny était là, et avec uniquement les Fat Champs. Voilà comment il est D'accord. né. Et donc à la base, c'était un festival qui n'était consacré que à l'ATS. Donc je parle de terme ATS parce qu'à cette époque-là, on disait ATS. Hein, donc Oui, voilà, oui, bien sûr. je garde le terme qui était en vigueur à cette époque-là. D'accord. Et toi, pour toi, c'était un premier événement ou tu avais organisé d'autres choses auparavant au niveau festival et tout? Alors, pas vraiment des gros festivals. Quand je parle de gros festivals, c'est-à-dire de faire venir plusieurs intervenants sur plusieurs jours. Mais par contre, depuis que j'avais commencé ma carrière de danseuse, de professeur, j'avais organisé régulièrement des week-ends avec des professeurs de dimension soit nationale, soit européenne. Voilà. Mais c'était vraiment très ponctuel et autour d'une seule personne, que ce soit en danse orientale ou en... Est-ce que j'en avais déjà organisé en Tribal Fusion à cette époque-là, avant Back to the Roots, je n'en sais rien, je ne sais plus. Mais par contre, en danse orientale, j'en ai organisé beaucoup, mais c'était centré autour d'une personne. Donc on ne peut pas parler trop de festival. C'était D'accord. plus des week-ends de stage, voilà. Et il n'y avait pas forcément... voilà, pardon, excuse-moi, il n'y avait pas forcément de spectacle avec. C'était des stages, voilà, et donc beaucoup moins d'implication. Oui, c'est pas la même organisation. Non, pas du tout. Ouais. C'est pas le même nombre de public non plus. C'est ça. Et du coup, justement, en parlant de public, sur Back to the Roots, vous arriviez à toucher en moyenne combien de personnes, combien de public? Alors, tu parles des stagiaires hein, ou tu parles du public des spectacles? Sur le festival en général, stage et spectacle. Alors, au niveau des Une workshops, moyenne, hein, pas forcément voilà, précisément. je pense qu'au niveau des workshops, il devait y avoir une cinquantaine de personnes. Mhm. Voilà, et pour les spectacles, bon, ben là, c'est facile à comptabiliser puisque, en fait, ça dépendait de la jauge des lieux où j'allais. Et on peut dire qu'il y avait à peu près 120 personnes sur les spectacles. Et ça prenait combien de temps à organiser tout ça? Tu t'y mettais combien de temps avant? Bon, ben ça, pour tout ce qui est gros événements comme ça, moi, je table toujours sur un an de préparation. C'est-à-dire Ouais. vraiment, au tout début, la première chose à faire, c'est de contacter en fait les intervenants qu'on veut avoir, parce que les intervenants à l'international, en fait, ils ont enfin, plus maintenant, hein, à cause de la situation sanitaire, mais à l'époque, ils avaient vraiment des emplois du temps qui étaient bookés sur minimum un an à l'avance, si ce n'est deux. Donc, il fallait pas s'y prendre 3 mois avant, parce que de toute manière, c'était sûr qu'ils pouvaient pas se libérer. Donc, en fait, la première étape, c'est de contacter les intervenants auxquels on pense pour savoir s'ils sont dispo à cette période. Et selon leur disponibilité autour de cette période, on définit et on arrête une date sûre et certaine que chacun bloque
de son côté. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et déjà, cette étape-là, elle peut prendre plusieurs semaines parce qu'il faut trouver une date commune, parce que les personnes en face sont déjà peut-être en déplacement et ne peuvent pas répondre tout de suite. Donc déjà, rien que ça peut prendre plusieurs semaines. Et ensuite, là, une fois qu'on a booké ça, vient tout le travail d'organisation pure, c'est-à-dire louer les salles, bloquer les salles où vont se passer et les stages et les spectacles. Ensuite, monter une petite équipe qui va m'aider en backup derrière, ce que j'appelle les petites mains, mais qui sont tellement, tellement importantes et tellement nécessaires, et qui vont m'aider pour toutes les petites choses, envoyer les mails, vraiment c'est vraiment ce que j'appelle des backups, c'est-à-dire que je me sens vraiment soutenue dans mon travail quand j'ai constitué une équipe. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, il y a tout le travail de communication qui se met en place. Et la communication, il faut pas la faire là non plus au dernier moment. Ça prend plusieurs mois pour vraiment expliquer le projet, pour sensibiliser les gens à la démarche et pour que les gens aussi bloquent leur date, parce que sur des gros festivals, on est sur 3-4 jours minimum, donc peut-être que les gens ont besoin de poser des congés ou s'organiser s'ils ont des familles pour laisser les parents aux uns et aux autres, pour laisser les enfants aux uns et aux autres. Donc voilà, et c'est pour ça que je faisais qu'il est important de faire la com minimum, là pour moi c'est minimum 6 mois à l'avance. Et après, une fois que tout ça est lancé, il faut vraiment penser à tout, et plus la date se rapproche, plus on s'aperçoit qu'il y a plein de petits détails à gérer, et c'est normal, ce qu'on appelle les détails de last minute, qui peuvent pas en fait se faire avant. C'est tout ce qui est catering, penser à tout ce dont on peut avoir besoin en matière. Là, c'est vraiment du détail, les bouteilles d'eau, toutes ces choses-là qui demandent énormément de temps aussi à préparer. C'est des petits détails d'organisation, et ça aussi, il faut être très très vigilant autour de ces petits détails qui peuvent marquer la réussite ou le stress dans un festival. De mémoire, qu'est-ce que tu as pu avoir comme souci pour monter ces festivals? Pour monter le festival, Oui. franchement, vraiment le plus gros souci pour monter des festivals comme ça, avec beaucoup des profs qui viennent de l'étranger et beaucoup comme ça d'organisation, pour moi, le nerf de la guerre, c'est toujours resté l'argent. Vraiment. Oui. Pour le reste, sincèrement, j'ai pas eu à Toulouse. Alors voilà, c'est le privilège d'être ce que j'appelle une vieille dans le milieu, en tout cas toulousain, de la danse. C'est que j'ai un réseau maintenant. Donc trouver des salles de spectacle, trouver des salles pour faire les workshops, ça a jamais été, ça n'a pas vraiment été un problème parce que le réseau, je l'avais. Et donc ça, c'était assez vite bouclé. Moi, toujours, ce qui me faisait le plus peur, c'est l'argent. Parce que nos danses ne bénéficient d'aucune subvention, même si on est dans un réseau de danse comme moi à Toulouse. Il faut savoir que la danse orientale et ce qu'on appelle les danses traditionnelles ou les danses du monde, enfin vous les appelez comme vous voulez, il y a 50 000 dénominations pour non, jamais de subvention, ou très peu. Où les subventions, elles sont vraiment au niveau très local, c'est-à-dire la mairie, peut-être le conseil départemental, mais ça va pas plus loin. Tout ce qui est DRAC, tout ce qui est là, on peut oublier. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'était l'argent, et c'était vraiment des sueurs froides parce que l'argent ne venait que des inscriptions au stage. Voilà. Donc d'où l'importance aussi, j'en reviens à la question précédente, de lancer les inscriptions, la communication très tôt pour déjà avoir un fond de roulement pour tout le reste. Sinon, à part les cheveux blancs que j'ai pris et les sueurs froides que j'ai pris en me disant est-ce que financièrement je vais pas partir au bouillon, j'ai pas eu vraiment de difficultés énormes. C'est vrai que sur les festivals, c'est souvent difficile. Souvent, t'organises, soit t'arrives tout juste à rentrer dans tes frais, ou alors des fois, c'est même carrément à perte. Alors, si je peux intervenir sur cette question, pour moi, et c'est important pour ce qui va venir après, pourquoi j'ai délocalisé aussi Back to the Roots depuis 2019, c'est aussi cette question-là, c'est que de toute manière, on ne peut pas se faire... Moi, je préfère être claire avec les gens qui nous écoutent. Quand on monte des festivals comme ça, c'est uniquement la passion qui nous tient, parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne fait pas un rond avec ces festivals et que très souvent, on perd de l'argent. Alors... Ça ne veut pas dire qu'on part au bouillon total et qu'on est obligé de vendre sa maison en suivant, mais on n'arrive pas à équilibrer. On va toujours être ou à peine, vraiment. Hein, c'est pas avec ça. Et donc c'est vraiment, quand je dis que c'est que de la passion, ces festivals, et je pense à des gens comme Mel ou enfin d'autres personnes qui organisent des festivals, c'est la passion qui nous tient. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'investissement financier, c'est beaucoup de risques pour au bout du compte
financièrement, pas grand-chose, voire un petit peu à perte. Et pardon, et Nadir, je complète, excuse-moi, je complète Vas-y, ce que je je veux t'en dire. prie. C'est que on est, non pas parce que le festival ne se remplit pas, que ce soit les stages ou le spectacle, parce que moi, pour ma part, de mon côté, j'ai toujours eu du monde, j'ai toujours rempli et les stages et les spectacles. Donc c'est pour dire à quel point c'est compliqué, c'est-à-dire même quand on est à bloc, on gagne pas d'argent. En fait, voilà. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça fait très peur, parce que si on se dit si je remplis pas mon stage, ça veut dire que je vais perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc notre principal souci, enfin, je dis notre, en tout cas moi quand j'organisais Back to the Roots à Toulouse, mon principal souci c'était équilibrer. C'était pas gagner de l'argent, c'était essayer de pas en perdre. Du coup, oui, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses de se lancer dans l'organisation et tout à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient le nom, d'ailleurs? Alors Back to the Roots, bah, merci de me rappeler ça. Euh, En fait, je reviens à Rennes en 2012 avec Jenny, donc on discutait. Moi, j'étais très contente de rencontrer les Fat Chance pour la première fois. Enfin, je trouvais ça super. Bon, en plus, la première qu'on ait eue, alors excuse-moi pour Oumra, il y avait Anita, c'est sûr, parce que je crois que toutes les danseuses françaises d'ATS, c'est à ce moment-là qu'on est toutes tombées amoureuses direct d'Anita Lalwani, qui est quand même un personnage très puissant hein, au niveau. Enfin, moi, ce qui m'a appris beaucoup de choses. Bref, donc la question c'était oui, donc à Rennes, au Tribal Umbra, on discutait avec Jenny et je lui faisais part de mon expérience et de ce que je ressentais dans le milieu tribal de cette époque-là, c'est que beaucoup de danseuses étaient arrivées au tribal par la tribal fusion et avaient manqué une étape qui était celle de l'ATS. Et pour moi, qui suis toujours très précautionneuse et qui suis toujours vraiment, voilà, pour moi la lignée elle est importante. Qu'on fasse un pass sur l'ATS en faisant de la tribal fusion, pour moi, c'était un petit peu un crève-cœur, en fait. Il me semblait que les danseuses manquaient une étape. D'autant plus qu'on expliquait tout le temps que si on parlait de tribal fusion, le mot tribal se référençait à l'ATS, en fait. C'était l'ATS qui avait fusionné avec d'autres techniques et, voilà, et d'autres modes de représentation de la danse. On discutait avec Jenny et je lui disais à quel point c'était dommage d'avoir un trou dans cette lignée pour les danseuses. Pour moi, une danseuse accomplie, c'est aussi une danseuse qui connaît l'histoire de ce qu'elle fait et qui, voilà, qui peut s'y référer et qui peut la pratiquer. Et c'est pour ça qu'avec Jenny, on s'était dit, bon, on va faire, et ça serait intéressant de faire un festival qui soit que pour l'ATS, justement, pour que les gens s'intéressent à ça et qu'ils le découvrent, soit qu'ils l'approfondissent, mais qu'en fait, qu'on ait aussi cette lignée qui soit présente en France. Et donc, voilà, excusez-moi, je reviens à ta question. Du coup, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Back to the Roots, c'est-à-dire, ça veut dire la tribal fusion, revient à ses racines, qui sont l'ATS. Attention, là, je parle que de la culture tribale, hein, parce que je sais pertinemment que les racines, elles vont beaucoup plus loin aussi. Là, je parle que de la culture tribale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de mémoire quelques invités que tu as eus sur le festival? Alors, au tout début, je crois que ça a duré 2 ans, 2 ou 3 ans. Ce n'était que les Fat Chance. C'est pas compliqué. Hein. C'était, D'accord. je faisais venir 2 ou 3 Fat Chance, suivant, parce que ça aussi, faire venir les Fat Chance, il faut savoir, ça aussi, c'est intéressant que peut-être les gens le savent, que le sachent, mais organiser un festival en prenant des pointures américaines, ça a un coût énorme, hein, parce que les tarifs qu'elles prennent, il faut dire la vérité, sont quand même assez élevés. Et en plus, on doit payer leur voyage. Donc c'est les faire venir de San Francisco en fait, hein, puisque la plupart étaient basés à San Francisco. San Francisco, là aussi, au niveau des tarifs, c'est pas le même prix que de faire venir quelqu'un de New York. Hein. Hmm. Donc voilà. Donc au début, ce n'était que des fat chance, donc 2 ou 3 suivant les moyens qu'on avait. Et après, du coup, je me suis dit que bon, c'était peut-être bien aussi de l'ouvrir à quelques professeurs de Tribal Fusion. Mais là, pour le coup, c'était plutôt des professeurs européens, français ou européens. Hein. Donc, pour l'ATS, c'était que des fat chants. Je fais quand même une parenthèse, ou peut-être tu voudras qu'on y revienne plus tard, Nadir. C'est qu'en fait, pour moi, ce festival, il était aussi relié à un travail pédagogique que je menais et que je mène toujours à Toulouse. C'est-à-dire que j'avais monté ils sont toujours en place, des ateliers d'ATS, donc des ateliers de 5 heures, une fois par mois, tous les dimanches. D'accord. Et D'accord. ces ateliers étaient reliés à Back to the Roots, dans le sens où je faisais venir une fois un professeur
européen d'ATS pour coacher mes élèves qui étaient en atelier mensuel et surtout pour monter un set pour le spectacle de Back to the Roots. Donc, il y a Julie de Saint-Blanca qui est venue plusieurs fois, Gudrun Herold, Isabelle De Lorenzo, et tout ça a été rattaché directement à Back to the Roots. Et ensuite, pendant le festival Back to the Roots, ces élèves des ateliers mensuels, non seulement présentaient donc quelque chose sur scène qui était monté par un professeur européen, mais en plus avaient droit à des cours pendant le festival qui n'étaient que pour elles avec les Fat Chance. Et du coup, les Fat Chance aussi jetaient un œil sur ce qui était proposé en tant que spectacle, qui avait été monté par les Européennes, et du coup, faisaient des retours par rapport à ça avant que ça se monte sur scène. Voilà. Et donc, ta question première, c'était quoi, Nadir? Excuse-moi, je suis quelqu'un de très bavard et qui digresse énormément. Non, mais tout va bien. Je demandais si tu pouvais nous citer quelques invités. Ah, voilà. Donc voilà, là, je t'en ai cité quelques-uns. Voilà. Donc pour l'ATS, les invités principales étaient les Fat Chance, avec en fil rouge Anita Lalouani, que j'ai toujours invitée. Et après, il y avait d'autres Fat Chance, notamment Kae, qui est venu régulièrement aussi. Et après, au niveau des professeurs européens, je te les ai cités. Et ensuite, au niveau des professeurs de Tribal Fusion, donc il y a eu Matt Jacob, il y a eu Pini. Il y a un truc assez fou, c'est que Violette Scrap, on l'a invitée 3 fois sur le festival Back to the Roots. Et alors là, je sais pas, on a été maudite autant elle que nous. C'est qu'à chaque fois, il se passait quelque chose. Soit elle avait un accident, elle était malade, elle pouvait pas venir. Soit on était au début de la crise sanitaire. Enfin, bon bref, il y a toujours eu un souci avec Violette Scrap et je désespère pas de la faire venir à Toulouse, qui est un de ces cas. Et il y a eu Anasma aussi, en Tribal Fusion, qui est venue. Voilà, enfin, je n'ai pas tous les noms en tête, excuse-moi, mais... Non, mais c'est déjà bien. Hein. Il y a les noms principaux. Il y a quelqu'un, j'ai fait venir aussi un professeur ATS européen. Je l'ai oublié, alors que ça a été quand même une rencontre très importante. C'est Philippa qui est venue aussi et coacher mes élèves de l'atelier et qui est venue à Back to the Roots. Voilà, je voulais la mentionner, Philippa, aussi. Ben voilà qui est fait. Et aujourd'hui, donc, quelles sont les perspectives de ce festival? Quel est l'avenir de ce festival? Du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué financièrement de monter des festivals en France quand on n'a pas d'aide quand on n'a pas d'aide publique. C'est très stressant et c'est très fatigant. Donc à un moment donné, j'ai voulu changer je voulais pas. J'en avais organisé, je sais plus combien j'en ai fait, 5 ou 6 de Back to the Roots. Et au bout d'un moment, on s'use, on se lasse parce que c'est beaucoup d'énergie et pour des retours qui sont très fugaces en fait. Hein. Et tout ce travail a recommencé chaque année. Voilà, donc j'ai pris la décision à un moment donné et aussi parce que j'avais tout un questionnement personnel. Donc, que l'on connaît actuellement dans le milieu tribal, mais moi, ce questionnement, je l'ai depuis des années, c'est-à-dire celui autour des danses d'origine. Alors là, je ne parle pas de Back to the Roots, je parle vraiment de ce qu'on appelle les danses d'origine. J'ai l'habitude de voyager beaucoup dans les pays du Maghreb, de travailler aussi avec des artistes des pays du Maghreb, surtout Maroc et Tunisie. J'ai passé énormément d'années, tous mes étés en Égypte aussi, et pour moi, c'était important à un moment donné que le tribal qui disait tout le temps qu'il se référait aux danses du Maghreb et du Moyen-Orient, aux danses traditionnelles de ces pays-là, reconnecte avec ça. Et donc, j'ai réfléchi au titre que j'avais donné à mon festival, Back to the Roots, en me disant que, tiens, si j'allais jusqu'au bout de la démarche, et donc j'ai décidé, depuis 2019, de basculer le festival au Maroc, dans un premier temps, et dans un premier temps à Essaouira. Donc, on a eu une première édition en 2019. Donc là, le concept, c'est d'inviter un professeur de tribal, que ce soit fusion ou d'ATS, au Maroc, et en même temps d'inviter des artistes marocains. Donc ça, c'est la partie de mon complice marocain avec qui je travaille à Toulouse, qui est Ali Alaoui. Donc il y a un pied au Maroc et qui est artiste en même temps au Maroc et en France. Donc lui, en fait, il s'occupe de cette partie artistique marocaine et il invite donc des artistes marocains à venir nous faire découvrir sur une journée leurs traditions, surtout évidemment musicales et dansées,
mais aussi de cette tradition, l'histoire de cette tradition, de quelle région du Maroc elle vient, voilà. Donc pour moi, ça a été un concept qui a commencé à germer dans mon cerveau, à mûrir. J'ai rencontré donc les personnes qu'il fallait pour organiser ça au Maroc. Et en 2019, donc, on a eu cette première édition de Back to the Roots au Maroc, qu'on a renommée Moroccan Journey, le voyage au Maroc. Et la première invitée américaine, donc ça, j'ai eu un plaisir immense à la recevoir parce que je voulais tellement depuis tout ce temps. En plus, je me suis formée avec elle, c'est Rachel Bryce. Et on a eu trois journées avec des artistes marocains. Donc, on a eu les Wariat, qui sont un groupe de femmes, les Gnawa, évidemment, puisqu'on était à Essaouira. Les Gnawa, ce sont les représentants des Essaouira, donc évidemment, ils étaient là. Et une journée aussi avec les Awash, qui représentent surtout la culture amazigh, et qui sont dans plusieurs régions au Maroc. Voilà, donc on a passé 3 journées avec eux et en même temps, on avait Rachel Bryce qui tous les matins, on commençait très tôt les journées, qui tous les matins donnait 4 heures de stage. Donc là, elle restait dans sa partie, la Tribal Fusion. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est de faire venir, puisque c'était Rachel Bryce, je savais qu'elle allait faire venir toute une population, entre guillemets, de danseuses tribales et à l'international. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire venir ces danseuses tribales pour leur montrer la culture marocaine et pour savoir de quoi on parle quand on dit que la danse tribale peut venir à certains moments des danses maghrébines. Voilà. Et que c'était important pour moi de reconnecter en fait ces deux cultures, que ce ne soit pas deux cultures séparées. Et ça a été vraiment un rêve dans le sens où tout le monde était vraiment très intéressé, tout le monde s'est beaucoup impliqué. Les rencontres avec les artistes marocains, même si on ne parlait pas la même langue, en tout cas, elles ont été très très bien conduites par Ali Alaoui qui lui faisait le lien. Et aussi, on n'a pas besoin forcément d'une langue parlée pour communiquer avec les gens. La musique, la danse, ça a été très puissant dans ces journées de se retrouver tous ensemble autour de ça. Et Rachel Bryce a été aussi totalement impliquée dans ce voyage. Elle participait énormément. Elle était comme une enfant aussi parce qu'elle faut dire que c'était son premier voyage au Maghreb, Rachel Bryce. Donc elle découvrait là aussi tout ce dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait pas expérimenté en réel. Et donc pour elle, ça a été aussi une vraie découverte et un vrai partage. Donc, pour terminer, je pense que cette formule de Back to the Roots, mais vraiment les vraies routes, les vraies racines, va se reconduire dès que le Covid nous aura lâché un petit peu et qu'on pourra repartir dans les voyages d'une manière un peu plus sereine et un peu plus libre. Voilà, parce que je ne vais pas repartir au Maroc s'il faut que la moitié des gens qui viennent fassent des tests PCR et enfin bref. Donc, pour le moment, on espère vraiment qu'en 2022, il puisse y avoir une deuxième édition. Espérons. Donc, si je résume un petit peu, Back to the Roots, c'était un petit peu déjà le retour aux sources par rapport aux danseuses fusion. C'est ça. Et là, avec ce nouvel événement, tu pousses encore un cran au-dessus le retour aux sources. On est encore un cran au-dessus par rapport à votre ancien festival. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était important parce que j'entendais souvent dans le milieu tribal, oui, on vient, ce que je disais tout à l'heure, nos racines, ce sont les danses maghrébines, les danses du Moyen-Orient. Mais j'avais l'impression, surtout, excusez-moi, peut-être je fais des généralités, mais je vais quand même le dire, surtout venant des Américaines, que c'était plus un fantasme, tout ça, que quelque chose qu'elles appréhendaient vraiment. J'avais l'impression qu'elles ne savaient pas du tout de quoi elles parlaient, en fait. Et pour moi, le plus important pour connaître une culture, c'est d'aller dans les pays. Parce qu'on peut rester en Occident pendant des années et blablater sur les cultures. Tant qu'on ne les a pas rencontrées in situ, je pense qu'il manque quelque chose. Voilà. Et donc, pour moi, ces pays-là sont tellement importants, et dans ma pratique de la danse, mais aussi dans mon cœur, dans ma culture personnelle. Hein, c'est le Maroc et la Tunisie, j'ai des attaches très, très, très profondes, amicales très profondes, et ce sont des pays où je vais régulièrement, et chaque fois que j'y allais, je me disais, mais il faudrait quand même que tous ces gens qui parlent de culture maghrébine, de culture moyenne-orientale se déplacent et viennent voir ça pour savoir exactement de quoi ils retournent, quoi. Et de pas juste projeter des images ou écouter des discours, enfin voilà, c'était vraiment mon but. Après, une fois que les gens sont entrés dans le pays, pour moi, la culture, la musique et la danse, c'était une porte d'entrée. Et après, ils en font ce qu'ils veulent.
Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que donc pour le premier voyage, le premier Moroccan Journey, donc j'ai eu beaucoup d'Américaines qui sont venues, et notamment une. Non seulement elle est venue, mais elle y est restée. Et là, actuellement, elle vit à Essaouira et elle a découvert le Maroc et elle est tombée amoureuse du Maroc sous toutes ses formes, on va dire. Et du coup, elle y vit toujours. Elle est repartie. Je me demande même si, oui, elle a dû repartir pour des histoires de papier. Et après, elle est revenue, elle s'est installée. Et donc ça, pour moi, c'est important, quoi. C'est important parce que je pense que ce changement de vie n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu ce stage pour elle. Et je sais qu'il a remué beaucoup de personnes, ce stage. Et du coup, c'est quelqu'un qui venait en tant que stagiaire, c'est ça? Exactement. Qui est venu, qui a fait le stage, qui est venu pour le stage Moroccan Journée et qui est totalement tombée amoureuse du Maroc, dans tous les sens du terme, on va dire. Oui. Et qui du coup vit là-bas maintenant. D'accord. Ah bah ça, c'est épatant, ça. Ah ouais. Ouais. Bon, ma foi, je pense qu'on a pas mal d'infos. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder que tu voudrais rajouter? Non, par rapport au festival, voilà, enfin, Oui. juste pour résumer, parce que je sais que je suis très bavarde et que c'est vraiment dire que maintenant le festival Back to the Roots, je ne pense pas qu'il revienne en France, en tout cas à Toulouse. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de complications en France de monter des festivals. Et ce festival Back to the Roots qui devient Moroccan Journey, donc au Maroc à Essaouira, pour moi, il a encore plus de sens au niveau des rencontres. Et donc c'est pour ça que de toute manière, je vais le maintenir au Maroc. Donc pas toujours à Essaouira, j'espère pouvoir le faire voyager aussi dans différentes villes du Maroc. Et j'aimerais bien en faire un aussi en Tunisie pour rencontrer la culture tunisienne. Alors pour le moment, pour la Tunisie, pardon, là je digresse encore, on a monté donc un voyage culturel, là, Magali en a parlé sur un des podcasts que tu as fait. Oui. Donc pour le moment, je me consacre à ça. Avec Magali et toute l'équipe qui a monté ce projet. Mais je ne désespère pas qu'un jour aussi, je puisse avoir une espèce d'annexe du festival Moroccan Journey et qui devienne Tunisian Journey à Djerba ou ailleurs en Tunisie, mais qui est aussi quelque chose qui se passe en Tunisie, pour la culture tunisienne. Bah, j'ai même envie de dire que, à la limite, l'événement aussi de Magali, enfin le travail que vous faites ensemble, c'est aussi une super occasion pour prendre tes repères aussi sur place C'est ça. ouais. Donc, C'est exactement ça. Mais on verra plus tard parce que bon, en même temps, ce concept du voyage culturel à Djerba, donc de Magali, Choukri et moi-même, c'est aussi un très très beau projet qui est encore différent. oui. Donc j'ai pas envie non plus qu'on se fasse, enfin, de me faire concurrence à moi-même. Donc pour le moment, je laisse la priorité à ce voyage culturel où on apprend énormément de choses aussi sur la culture tunisienne, où on est en contact direct avec la culture tunisienne. Moroccan Journey, il fait son boulot aussi au Maroc. Mais peut-être que les deux vont créer des passerelles. Ça sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est dans l'idée. Bon, bah, c'est super chouette. Alors, j'ai mes deux questions de fin traditionnelles, à savoir la première, quel artiste tu admires qui est un exemple pour toi? Alors, on va rester dans le milieu de nos danses, hein, j'imagine, hein, parce que des artistes que j'admire, j'en ai beaucoup. Mais si je dois rester dans le milieu de la danse, donc évidemment, je pense que ça, je vais étonner personne. Pour moi, Rachel Bryce est quelqu'un de très très important pour moi, enfin, autant artistiquement que au niveau de sa peinture, de ce qu'elle est, de sa personne en fait, hein, parce que je l'ai côtoyée à différentes reprises. Oui, Donc humainement. Rachel Bryce pour moi est vraiment un exemple complet, pédagogique, humain et artistique aussi, hein, au niveau de ce qu'elle produit sur scène. Après, pour l'ATS, j'en ai parlé tout à l'heure, Anita aussi, ça a été une rencontre coup de foudre que j'ai eue avec elle. Je suis allée souvent la voir à San Francisco aussi. J'ai travaillé beaucoup en tête-à-tête avec elle aussi sur l'ATS. Voilà, donc c'est elle aussi, artistiquement, c'est vraiment... elle a une connaissance de l'ATS qui est très, très importante. Et humainement aussi, c'est quelqu'un d'assez formidable. Et pour la danse orientale, donc je vais citer ceux qui m'ont formée, mais Leïla Haddad à Paris, Diana Tarkan maintenant qui est à Paris, mais qui a vécu très longtemps au Caire, et Mahmoud Reda aussi, bon, voilà,
avec qui j'ai été formée, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était quelqu'un d'adorable, vraiment. Une personne très gentille et très généreuse aussi dans sa pédagogie. Voilà. Bon, bah, très bien, ça fait du monde tout ça. Là, c'est vraiment des hommages que je rends à toutes ces personnes que j'ai côtoyées, qui m'ont formée et à qui je dois beaucoup, en fait. Je dois beaucoup dans mon apprentissage, dans ma compréhension de toutes ces danses aussi, dans l'approche que je peux en avoir et je les remercie tous, en fait. Vraiment. Très bien. Et la toute dernière question, qui est-ce que tu aimerais inviter sur le podcast? Alors, je suis désolée à dire, j'ai pas écouté tous les podcasts, donc peut-être je vais citer des gens qui ont Non, mais déjà t'inquiète pas, participé au podcast. moi je Alors moi, les ai en tête. j'aimerais, puisque Onde Tribal et tes podcasts sont quand même plus centrés autour des danses tribales en général, moi j'aimerais entendre les pionniers en France. Et c'est vrai qu'un podcast avec Jenny, qui a tant fait pour le monde tribal, et qui a tant donné humainement, financièrement, et qui nous a fait venir toute cette culture. Enfin, je veux dire, c'est elle qui nous a fait venir toute cette culture qu'on connaissait à peine, les Français, par rapport à d'autres pays européens qui étaient déjà plus au jus avec toutes ces danses. Nous, en France, encore, on planait et c'est vraiment Jenny qui nous a fait rentrer dans cette danse. Il y a Julie de Saint-Blanca aussi, qui a fait un énorme boulot autour de l'ATS et puis avec son festival Bellifusion aussi, qui a permis à tant de personnes de monter sur scène et de pouvoir montrer, expérimenter ce qu'elle faisait en Tribal Fusion. Voilà, c'est les deux personnes vraiment en France qui me viennent en tête parce que le milieu tribal leur doit beaucoup. Bah écoute, c'est deux personnes aussi qui sont sur ma liste pour les inviter et puis bah, j'espère que ça pourra se faire. Ben, moi aussi. Voilà. Avec Julie, on a commencé à en discuter. Avec Jenny, je l'ai pas contactée pour l'instant, mais je vais m'y atteler. Et j'espère qu'elle voudra bien. Voilà. Oui, j'espère moi aussi, vraiment, qu'elle voudra en parler et parler de tout ça, de tout ce qu'elle a fait, de toute cette époque aussi où tout commençait en fait, où tout débutait. Bon, Caroline, si on en a fini au sujet du festival, je vais d'abord te remercier d'avoir pris ton temps. Ben, merci beaucoup à toi. Et je te dis à bientôt. Ben, à très bientôt, Nadir. Merci, Caroline. Voilà, c'est à présent terminé pour cet entretien avec Caroline Achouri. Elle nous a parlé du festival Back to the Roots, de l'évolution de son festival. J'espère que ça vous a plu, que ça a permis d'enrichir vos connaissances à propos de Caroline et de son travail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.